S'il y a bien un truc que tous les parents vous diront, c'est qu'on se retrouve toujours, tôt ou tard, fatigué, si ce n'est littéralement épuisé. Il faut arriver à tout gérer dans le quotidien pour soi, pour ses enfants, son conjoint et parvenir aussi à tirer le meilleur de chaque journée. On se met la pression et c'est sans compter la pression qui nous est mise aussi par l'entourage, le regard de l'autre, jusque dans les espaces numériques comme par exemple les réseaux sociaux. Alors symboliquement, pour ce premier épisode, j'ai voulu trouver une piste d'outils hyper pratiques que vous pourriez mettre en œuvre juste après l'avoir écouté et que ce soit utile durablement pour tenter de sortir un peu la tête de l'eau. Alors pour ça, j'ai contacté Benjamin Lubzinski. Si vous le cherchez sur Google, le premier résultat qui apparaîtra, ce sera sa chaîne YouTube qui cumule plus d'1 million de vues par mois. Il y parle d'hypnose et met même à disposition pour qui veut se prêter à l'exercice des contenus un peu prêts à l'emploi. En plus, il a aussi un bon pied dans le monde du podcast. Alors d'une part, il anime Inspiration, un podcast du Figaro où il interviewe des personnalités inspirantes pour qu'elles racontent leur parcours et où il propose des séances d'hypnose. Mais en plus, Benjamin est un auditeur assidu de Tech Café à un autre podcast que j'anime. Il m'a dédicacé son dernier livre, Maîtriser les super pouvoirs de l'hypnose. Au passage, il écrit super bien, avec ce petit mot, à celui dont la voix hypnotise jusqu'à l'hypnotiseur. Alors du coup, je le soupçonne, comme peut-être beaucoup d'autres, d'écouter Tech Café juste parce que ça l'endort. Mais je dois aussi souligner que Benjamin est quelqu'un d'assez geek, assez technophile. Je pense qu'il s'intéresse aussi vraiment aux nouvelles technologies. Bref, c'était probablement la personne rêvée pour parler avec moi un peu de méditation et d'hypnose dans ce premier épisode. Des activités qu'on regarde bien souvent avec un scepticisme et une curiosité gênée. Je voulais y voir clair, alors j'ai réservé un créneau un soir à 21h pour échanger avec lui à ce sujet. J'avais d'ailleurs un peu d'avance avant notre enregistrement et je lui ai proposé qu'on avance un petit peu s'il était dispo le créneau. Il m'a répondu très gentiment par la négative pour me dire qu'il était en pleine lecture d'Histoire du soir pour ses enfants. Ok, ça se comprend. Mais rapidement, me voilà face à lui, quelqu'un qui a une certaine bonhomie, des yeux rieurs et tout de suite une voix qui apaise. Et très rapidement, j'ai voulu lui demander de m'éclairer un peu. On le présente comme psy et coach. Et du coup, est-ce qu'il y a une différence ? C'est quoi la différence entre les deux ? Je trouve que l'appellation de psy et l'appellation de coach, il n'y a rien de mieux pour perdre absolument tout le monde. Parce que psy, ça peut vouloir dire psychiatre, psychologue, psychanalyste, psychopraticien, psychothérapeute. Et coach, au départ, c'était un truc assez clair. C'était aider les gens en entreprise à être mieux en entreprise, à être plus productif, plus efficace. Enfin bref, c'est un accompagnement comme une sorte de mentor, on va dire. Et puis au fur et à mesure, on a vu des coachs en nutrition, des coachs en absolument tout. Donc entre psy et coach, c'est vrai que c'est difficile de se faire une idée. Moi, je suis vraiment orienté sur la pratique thérapeutique, c'est-à-dire je fais des thérapies brèves, c'est des thérapies qui durent une dizaine de séances, très centrées sur un dialogue actif et des exercices. J'utilise également l'hypnose que j'affectionne tout particulièrement et ma chaîne YouTube d'ailleurs tourne beaucoup autour de ça, il n'y a pas que ça, mais beaucoup. Et le coaching, pour moi, en général, c'est l'occasion de rencontrer des gens assez formidables en entreprise, des gens qui sont moins dans la souffrance, mais qui ont quand même besoin d'un coup de main puissant. Et aussi, c'est l'occasion, je le fais de temps en temps, de faire du coaching sportif. Alors, je sais, je n'ai pas le physique. Alors, c'est super le podcast. Donc, si je veux, je peux dire là que j'ai le physique pour faire du coaching sportif, mais ce n'est pas vrai. Je fais de la préparation mentale avec de grands sportifs. Ça m'arrive de temps en temps. Et ça, c'est aussi un exercice qui est génial. J'ai la chance d'avoir un métier qui, pour moi, a vraiment du sens et me permet de me sentir utile. La psychothérapie, c'est pour aider des gens qui ne vont pas bien, et soyons clairs, c'est toi, moi, c'est tout le monde. Il paraît que selon l'OMS, un tiers des personnes consultent un psy au cours de sa vie. Alors, c'est un chiffre un peu ancien, je ne pourrais pas te dire s'il est à jour, mais autant dire que ça concerne tout le monde. Il y a quand même 20% des gens qui font une dépression, 15% des crises d'angoisse, 20% des phobies. Alors, le burn-out parental, parce qu'on adore nos enfants, on les aime plus que tout, on les aime viscéralement, mais c'est épuisant et on ne s'en rendait pas compte avant de les avoir, c'est une réalité aussi. Donc voilà, et puis après, j'écris des bouquins, j'ai une chaîne YouTube, ça me fait une carte de visite à rallonge, c'est insupportable.
Ah bah, c'est parfait. Non, c'est pas c'est pas si insupportable que ça parce que du coup, moi, ça m'amène à avoir plein de questions à te poser et alors c'est marrant parce que tu dis que, ce qui te plaît quelque part, si je comprends bien, c'est te sentir utile et j'ai presque envie de te demander aussi qu'est-ce qui t'a amené à, être dans la situation dans laquelle tu es? C'est-à-dire à déborder, de temps pour, le consacrer finalement à aider les autres, jusqu'à d'ailleurs maximiser, l'utilisation de ce temps parce que tu produis effectivement des contenus en vidéo, et en podcast et donc du coup, tu diffuses du contenu au plus grand nombre, tu optimises ton temps comme ça. Comment ça t'est venu finalement est-ce que tu as eu un déclic d'une vocation à un moment donné pour faire ce que tu fais aujourd'hui ou pas? Ça y ressemble. J'ai fait une grande école de commerce qui s'appelle l'EDEC. Je me suis ennuyé pendant toutes les années de cette école. Une fois que j'ai eu mon bac +5, je travaillais un peu dans la publicité et j'ai encore davantage détesté ce que je faisais dans la publicité. J'avais l'impression de brasser du vent et d'être complètement inutile. J'en pouvais plus. J'étais à la limite de ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire le moment où on fait une sorte de burn-out, mais simplement parce que son métier n'a aucun sens pour soi. Et je suis allé voir mon père et j'ai dit, j'en peux plus, j'en peux plus. Moi, dans la vie, je sais faire trois choses. Je sais parler, je sais écouter, je sais aider les gens. Alors peut-être quatre, je sais écrire un peu. Et mon père, avec il a une voix qui est assez géniale, il m'a dit, ouais, bah, écoute, t'as qu'à devenir psy. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais, ouais, d'accord, oui, c'est une bonne idée, mais, bah, je vais faire ça. Et donc, j'en ai pas la paternité, mais c'est mon père qui en a la paternité. Donc, j'en ai la filiation. Et après, ça a été évident, ça a été une vocation. Très vite, j'ai eu la chance d'avoir des patients. Très vite, je me suis lancé sur YouTube parce que j'avais envie de... En fait, ce que je faisais avec mes patients et qui fonctionnait bien, de l'hypnose, des exercices de relaxation, de la sophrologie, de la méditation, tout ça, bah, j'avais envie que simplement ce soit accessible à plein de monde parce que, bah voilà, à l'époque, il y avait déjà Dailymotion et YouTube, c'était il y a 15 ans. J'ai commencé là-dessus et puis bah, ça a plu et voilà, et ça a continué. Et maintenant, il y a un petit million de vues par mois sur YouTube. Et j'ai complètement arrêté Dailymotion parce qu'au départ, Dailymotion, c'était trop cool. C'était l'endroit où il fallait être. Je publiais pas de vidéos sur YouTube parce que c'était limité à 5 minutes. C'était beaucoup trop peu, puis personne ne connaissait YouTube, donc c'était Dailymotion à mort. Et puis ça a bien changé depuis ce temps-là. Bon, bah, très bien, tu as pris un bon virage, du coup, j'ai l'impression. Une des grosses composantes quand même de ton métier aujourd'hui et d'ailleurs, les ouvrages que tu peux sortir et notamment ton dernier livre, «Maîtrise les super pouvoirs de l'hypnose» en témoignent. Tu utilises des méthodes qui sont peut-être pas toujours répandues, pas toujours conventionnelles, mais j'ai l'impression qu'ils prennent de plus en plus de place dans le panorama des solutions qu'on peut envisager, quand on est particulièrement dans une situation difficile, dans du stress et je pense que c'est le cas de beaucoup, 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 beaucoup de parents. Parfois même beaucoup de parents qui veulent pas se l'avouer. Donc on va parler ensemble d'hypnose, on va parler un petit peu de méditation, on va parler de toutes ces solutions pour les parents et puis pour les enfants, donc un petit peu pour les 2 volets qui se correspondent, très, très vite. Juste avant, je voulais te demander, est-ce que tu as l'impression d'avoir parmi les personnes qui te sollicitent, de plus en plus de parents ou quelle est la place de la parentalité dans les problèmes, qui te sont, exposés, de la part des personnes qui te sollicitent? Alors, moi, comme je suis très orienté thérapie brève, on vient déjà en général me voir pour des problèmes très précis, une dépression, une phobie, des crises d'angoisse. Mais évidemment, parmi mes patients, j'ai des parents et c'est et c'est l'occasion toujours de parler de la relation qu'ils entretiennent avec leurs enfants, de la fatigue que ça peut créer, du bonheur que cela peut créer aussi, de parler de leur couple. C'est-à-dire, l'une des choses auxquelles il faut faire attention quand on est psy, c'est avoir une approche systémique, c'est-à-dire ne pas considérer juste la personne comme si c'était uniquement une sorte d'histoire et qu'il fallait uniquement plonger dans le passé pour en retrouver les causes. Non, non, c'est une personne réelle qui a un métier qui compte sur son moral, qui a une famille qui compte sur son moral, un couple, des enfants, et il faut absolument le mettre dans l'équation parce que euh, maintenant qu'on n'est plus... En fait, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant depuis 30, 40 ans. Avant, on avait un schéma d'éducation, on avait un schéma de couple. Chacun savait le boulot qu'il était censé faire. Alors, c'était bien patriarcal, on était plutôt dans une relation d'autorité. Il faudrait peut-être remonter un peu plus que 40 ans, peut-être à 50 ans, mais voilà, les rôles étaient clairs. Maintenant, les gens sont assez maintenant, les gens sont assez démunis parce qu'il faut tout recréer, il faut tout réinventer et
on n'élève plus les enfants à l'ancienne. Voilà, une bonne tape et tais-toi et monte, ça marche plus, c'est de plus en plus rare. Et donc, il faut savoir garder de l'autorité, mais avoir de la bienveillance. Il faut savoir aussi être inventif. Et puis, il faut savoir aussi, quand on va sur le net, on cherche plein d'informations, on en trouve tellement que de toute façon, à la fin, on ne sait pas quoi faire. Et il faut savoir hiérarchiser et l'adapter aux situations qu'on connaît. Et en ce sens-là, oui, effectivement, chacun de mes patients qui est un papa ou une maman, je l'aide le plus souvent dans ses relations familiales parce que c'est primordial. Et puis, ce que j'essaie aussi de faire de plus en plus, c'est directement, c'est à la fois tourné vers les parents et les enfants, c'est de se dire, et si on considérait que le calme, le bien-être, la concentration étaient des soft skills, j'aime pas trop les anglicismes, des compétences, des qualités à développer et qu'il fallait simplement très tôt apprendre à le développer. C'est-à-dire quand on est enfant, on peut apprendre à développer sa confiance en soi, on peut apprendre à développer son calme, sa concentration. On ne le fait pas à l'école ou assez rarement. Alors, quand même, je suis assez injuste, ça existe de plus en plus, mais pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est créer des apprentissages. C'est se dire le bien-être, c'est un apprentissage qu'on peut faire à n'importe quel âge, mais si on pouvait commencer jeune, ce serait quand même super. Bon, écoute, c'est super intéressant. Il y a un truc que tu as dit qui m'interpelle, c'est que quand tu vois une personne et les problèmes qui te sont exposés, c'est pas juste une personne. Et tu mets bien en avant le côté systémique des difficultés et des situations qui peuvent être rencontrées. Il y a peut-être des parents qui nous écoutent qui ont identifié avoir des difficultés avec leur enfant. Peut-être que leur fils, leur fille, leurs enfants de manière générale leur posent des problèmes au quotidien, et c'est parfois difficile de l'avouer, hein, ou de se l'avouer à soi. Est-ce que Oui, parce qu'on passe pour des mauvais parents. Déjà, si on dit j'ai des soucis, j'y arrive pas, ça donne l'impression qu'on n'a pas d'autorité. Le regard devient vite accusateur, on se compare vite, on imagine aussi souvent que les autres parents y arrivent parfaitement alors que tout le monde galère, c'est ça la réalité. Moi, en tant que psy, je suis un peu comme un prêtre, hein. J'entends les confessions, donc je peux vous le dire. Tout le monde galère. toi aussi, tu as des enfants. Est-ce que tu galères avec tes enfants? Bah, bien sûr, comme tout le monde, je les aime plus que tout, mais ils sont aussi de temps en temps parfaitement épuisants. Ça ne m'empêche pas de les aimer. Il y a des moments où je suis moins bon pédagogue, moins patient. J'essaye, j'ai fait attention, mais de toute façon, je suis qu'un homme, hein. C'est pas parce que je donne de bons conseils à mes patients que j'arrive toujours à les appliquer pour moi. Mais je crois que déjà, se déculpabiliser en disant, et pardon pour le gros mot, je merde comme tout le monde, franchement, c'est la première chose à se dire. Pour moi, la définition d'un bon papa, d'une bonne maman, c'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui essaie de corriger ses erreurs. Si déjà il y a ce souci, s'il y a déjà cette prise de considération de l'enfant, de son intérêt, si déjà il y a cette empathie, on peut tout bâtir à partir de ça. Quand il y a des parents qui disent « Oh, tout va bien, voilà, il file doux », moi j'ai plus de doutes. Je me réjouis du coup qu'on ait ce premier échange en tout début de podcast parce que du coup, ça va peut-être contribuer à déculpabiliser beaucoup de monde parce que ça, cette culpabilité, j'imagine qu'on peut vite la ressentir. Et en tout cas, je garde en tête pour la suite de notre échange ce que tu disais sur le fait qu'il n'y a pas que des problèmes individuels, c'est même, j'ai l'impression, rarement des problèmes individuels, mais c'est des ensembles, des situations un peu systémiques, comme tu le disais tout à l'heure, qui amènent du coup à ce qu'on puisse parfois être amené à se remettre en question. C'est pas parce que son enfant est insupportable qu'on n'est pas un petit peu responsable. C'est pas parce que nous, on n'est pas dispo que les autres ne sont pas un petit peu responsables. Bref, il faut voir les choses dans leur ensemble. Et ça, c'est un point que j'aime bien et qu'on va pouvoir garder à l'esprit. On va parler ensemble très concrètement d'hypnose et de méditation. C'est une manière un petit peu, je le simplifie, mais si je devais vraiment le résumer en très, très, très vite, de réduire le stress. Mais juste avant, il y a un truc que j'ai vu dans ton livre, Benjamin, qui m'a pas mal plu. C'est que assez rapidement au début, tu parles du stress qui n'est pas un ennemi en fait. Et c'est intéressant de le remettre peut-être sur le devant de la scène. Le stress, il a une raison d'être un peu au départ, non? Ah oui, totalement. Imagine, c'est la préhistoire. Tu es poursuivi à la fois par un tigre à dents de sabre et par un mammouth laineux. Tu vas avoir intérêt à savoir qu'il y a un danger très très rapidement, même presque plus rapidement que ton cerveau conscient. Ça sert à ça le stress, ça sert à savoir qu'il y a un danger, qu'il y a quelque chose qui est soit déplaisant,
soit qu'on doit éviter, qui ne nous convient pas. Alors là, on parle d'un danger franc. Et à partir de là, le corps va se préparer pour pouvoir, soit fuir, soit attaquer. Alors, mon conseil en l'espèce, c'est évidemment la fuite, mais si on est acculé, il faut pouvoir se défendre aussi. Et c'est pour ça que la respiration va accélérer, les muscles vont se tendre, le cœur va battre vite. En fait, le stress, c'est un super pouvoir, mais un super pouvoir un peu pourri. C'est-à-dire que si on reste stressé alors qu'on n'a plus de raison d'être stressé, on va en souffrir, on va avoir des ruminations, et puis ça a un effet délétère sur la santé mentale et santé physique. Alors, il faut que ça dure très 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 longtemps. Donc le stress a une utilité, mais le stress n'est utile que s'il varie. C'est-à-dire si on est capable ensuite de se détendre et de retrouver un vrai point d'ancrage de calme. Par exemple, quand on travaille avec des sportifs, j'ai eu l'occasion de travailler avec des basketteurs et avec aussi des gens qui faisaient du MMA. Je ne sais pas si tu connais, c'est les arts martiaux où tu as presque le droit de tout faire, presque sans limite dans des octogones. Enfin, c'est des trucs très très loin de ma réalité quotidienne qui est vraiment beaucoup plus paisible que ça. Pareil pour le basket. Et l'une des problématiques principales des sportifs, c'est en fait de savoir gérer le stress. De savoir, quand il le faut, l'utiliser comme une sorte de, je sais pas, d'explosion de colère et d'énergie, et ensuite très rapidement retrouver le calme pour finalement ne pas trop dépenser d'énergie et être à nouveau disponible. Être explosif et savoir être calme. Alors, dans notre vie personnelle, on est très loin maintenant des mammouths et des tigres. Bon, même si une soirée avec les enfants qui hurlent tout le temps, qui sont allés dans tous les sens, etc., peut peut-être se comparer à ce niveau de dangerosité, mais le fait est en revanche qu'on est de plus en plus stressé, de plus en plus déprimé. En fait, toutes les études tendent à le montrer, et c'est là qu'il est intéressant de se dire comment faire pour travailler sur mon stress, parce qu'on peut apprendre à être calme, c'est vraiment pas très compliqué. Prenez n'importe quel outil de relaxation, de la respiration, de l'hypnose, de la sophrologie, du yoga, faites ce que vous voulez, mais vous le faites matin, midi et soir. Et ça va avoir deux effets. Ça va renforcer le frein à stress, qu'on appelle le système parasympathique, et ça va vous permettre de vous désensibiliser au stress. Il y a des choses qui arrivent après, qui vous stressent, qui sont difficiles à vivre. Vous allez comme ça vous y habituer. Donc on peut avoir une vision du calme comme un apprentissage qu'on développe, et je pense que cet apprentissage est vraiment de plus en plus utile parce qu'on est dans une société technologique qui est, alors pourtant je suis un vrai geek, mais qui nous pousse à être monstrueusement stressé. On essaie de nous faire multitasker, on doit toujours être disponible, on doit aller dans tous les sens. Et si on rajoute un métier où on vous demande de bosser toute la journée en étant disponible tout le temps, par mail, par téléphone, par chat, et puis ensuite le soir, sans s'arrêter, on prend un transport en commun, on prend sa voiture, on va chercher les enfants, on prépare à dîner, on leur raconte leur histoire et on se rend compte qu'il est 22h et que notre soirée n'a pas encore commencé, qu'on n'a pas eu un seul moment pour redescendre tout ce stress, là, on a raté quelque chose. Donc, il y a des repères simples, faire beaucoup de relaxation, prendre des pauses en journée, essayer quand on peut d'avoir vraiment des moments de sas et avoir une vraie routine qui permette comme ça de se calmer. Et soyons clairs, en général, plus on est calme avec ses enfants, mieux ça se passe. La fameuse vision systémique dont tu parlais tout à l'heure, c'est quand même dingue. En 2023, là, au moment où on enregistre cet épisode, d'avoir besoin d'outils, parce que l'hypnose dont tu vas nous parler est un outil pour retrouver du calme dans une société où on n'a plus de tigres à dents de sabre et plus de mammouths laineux. Comment ça se fait que l'être humain, aujourd'hui, il se retrouve à utiliser les mêmes mécaniques que quand il était agressé physiquement, quotidiennement dans la nature sauvage, et qu'il continue à utiliser ces mêmes mécaniques? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous zen aujourd'hui? Déjà parce que notre activité physique a considérablement diminué. Le mode de vie sédentaire est un mode qui crée du stress et qui est nuisible au sommeil. Donc déjà, un mode de vie sédentaire, c'est une augmentation très notable du stress. Ensuite, je vais utiliser une terminologie qui vient de Marx, c'est une idée d'aliénation.
Les métiers qu'on faisait il y a 150 ans, on les connaissait de A à Z. Quand on créait un objet, l'artisan créait l'objet de A à Z. Quand maintenant on travaille dans une entreprise ou parfois à son compte, on n'en fait qu'une toute petite partie. Le sens de ce qu'on fait a diminué. Et avant, quand on travaillait, eh bien, on avait, alors je passe pour un vieux con à une vitesse astronomique, mais c'est pas pour dire que c'était mieux avant, hein. J'ai aucune envie de me, enfin voilà, on serait mort à 40 ans, on aurait un niveau de vie pitoyable, on n'aurait pas Internet et on n'aurait pas Netflix. Non, bon, mais le fait est que c'était certainement un mode de vie qui était plus calme. On avait plus facilement des pauses, on était moins sollicité. Et puis, un dernier point qui est extrêmement important et qu'on n'a pas vraiment, on le perd de vue, et pourtant c'est super important, c'est la qualité du sommeil. En 30 ans, on a perdu 1h30 de sommeil. On devrait avoir 8 heures de sommeil par nuit. On dort, tiens-toi bien, 6h45. Et ça fait plein de choses. Ça crée du stress, ça déprime, et ça fragilise notre santé. Donc, si on veut se rendre un service, il faut essayer de dormir 8 heures par nuit. Alors, certaines personnes dorment un peu moins, c'est pas grave, d'autres un peu plus, ça arrive aussi, mais se rapprocher de ça et se coucher à peu près à la même heure. C'est comme si tu te faisais un petit cadeau à toi-même qui te coûte vraiment pas très cher en termes d'efforts. C'est voilà, je me fais le cadeau du sommeil et tu le regretteras pas parce que tu seras plus calme, plus heureux, plus tranquille. Et c'est aussi un très bon conseil à donner aux parents parce que l'une des premières questions qu'on doit se poser avec ses enfants, c'est dorment-ils suffisamment et dorment-ils à la même heure? Il faut savoir à chaque âge de son enfant le nombre d'heures dont il a besoin parce que s'il regarde un peu trop longtemps les écrans, s'il joue un peu trop tard, si c'est compliqué le soir, qu'on a des problèmes d'organisation, je jette la pierre à personne, hein, on est tous dans ce genre de cas. Là, par exemple, on enregistre l'émission à 21h, c'est bien qu'il a fallu autant de temps que ça pour que toi et moi, on arrive à coucher nos enfants. Donc, on n'est pas exemplaires non plus. Mais si vous voulez que vos enfants soient mieux dans leur basket, mémorisent mieux aussi, soient plus concentrés à l'école, soient plus calmes, faites-leur le cadeau d'un sommeil de qualité avec le nombre d'heures qu'il faut pour leur âge. C'est vraiment quelque chose de primordial. Tout à l'heure, tu disais que voilà, on a toute la journée, tout s'enchaîne, le trajet, la soirée, on s'occupe nécessairement des enfants. La soirée commence parfois, allez, 21h peut-être dans le meilleur des cas, j'imagine, 22h, parfois bien plus tard, parce qu'on s'occupe aussi des enfants. Peut-être que ça s'est bien passé, peut-être que c'est très mal passé. Et c'est dur. Je te fais part de mon témoignage perso, en tout cas, hein. Comment est-ce que je peux arriver à changer mon fusil d'épaule? Je suis convaincu qu'il faut plus dormir et en même temps, j'ai le sentiment de commencer mes journées, parfois à 22h. On a envie de faire quelque chose de sa Et soirée. puis en plus, toi, tu as plusieurs casquettes. C'est-à-dire, tu as ton métier de base, podcasteur, enfin, tu as plein de choses et ton métier de papa, etc. Ça fait beaucoup de choses. Avant, on décrivait un petit peu simplement en disant que les femmes avaient la double casquette, le double travail, le travail et les enfants. Il y a encore des inégalités, hein. Je ne le nie absolument pas. Mais le fait est qu'il y a de plus en plus aussi de papas qui se retrouvent avec plusieurs casquettes et que c'est compliqué. Moi, je pense que l'une des choses qui serait vraiment bien, ce serait de faire la même chose qu'en Allemagne ou même en Angleterre, où on dîne tout simplement plus tôt. C'est-à-dire que, c'est pas très patriote ce que je vais dire, mais si on dîne à 6 heures, eh bien, on a après l'occasion de jouer tranquillement avec les enfants sans qu'il y ait de pression, on n'est pas obligé de calculer, on peut faire les devoirs plus tranquillement, on a un meilleur contrôle du temps et on peut les coucher plus tôt. Et dans ce cas, soi-même, on a moins la frustration, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la procrastination de sommeil. Plus on est insatisfait de sa journée, plus on va avoir tendance à se coucher tard. Tout le monde l'a connu, ça. Je vais encore une fois utiliser un gros mot, je ne sais pas faire autrement. J'ai eu une journée de merde, je ne me suis pas éclaté, j'ai pas eu de fun. Il est 23h30, je devrais pas regarder The Last of Us sur Prime ou House of Dragons, mais bon, j'ai vraiment une journée pourrie. Allez, je m'autorise à faire ça. Ah tiens, c'est déjà minuit et demi. Quand même, je peux voir un deuxième épisode et puis on s'arrête pas et on reporte le coucher à cause de ça. Donc pour moi,
L'idée, c'est vraiment déjà de commencer la soirée plutôt en dînant plus tôt, et si possible, et après, eh bien, vraiment de se donner des limites horaires pour essayer de maîtriser tout ça. Alors, c'est vrai que tant qu'on a des enfants en bas âge, avoir vraiment une soirée pour soi, c'est quasiment mission impossible. Faut aussi l'assumer. Il y a une partie de nos soirées qui sont sacrifiés sur l'autel de la parentalité. Ah, on a fait ce choix-là, on ne le regrette pas, mais bon, on peut quand même améliorer les choses. Et puis aussi essayer peut-être de se donner des récompenses différentes. C'est-à-dire que maintenant, les récompenses qu'on se donne quand on a une dure journée, ça va être quoi? Ça va être regarder son téléphone portable, regarder des séries, exactement. Est-ce que lire un bouquin, ce serait pas une bonne récompense? Est-ce que faire un peu de méditation, ce serait pas une bonne récompense? Est-ce que faire un petit massage à sa moitié et prendre le temps d'être amoureux ensemble avec juste un peu de musique, ce serait pas une manière finalement de récupérer son temps et d'avoir quelque chose qui est satisfaisant? Moi, une chose que j'essaie de me dire et que j'essaie d'appliquer à moi-même, c'est de me demander quand j'ai fait quelque chose, ce que j'en retiens. C'est est-ce que je suis satisfait ou pas. Si je vois par exemple un film de bonne qualité, à la fin, je suis content, je suis satisfait, j'ai l'impression d'avoir achevé quelque chose. Je suis rempli par cette chose-là. Si j'ai regardé une demi-heure de vidéo TikTok, ça m'arrive, je me suis fait piéger comme tout le monde, je me sens pas si bien que ça, je me sens vide. Je me sens insatisfait, j'ai presque envie de recommencer. Il y a un truc qui n'est pas très clair. Si je regarde une série parce que simplement tout le monde l'a regardée sur Netflix, je le fais aussi, hein. Encore une fois, je jette des pierres à personne, je me fais avoir comme tout le monde. Est-ce que je suis vraiment satisfait? C'est faire des bilans et se demander dans les activités qu'on a, est-ce que ce sont des activités vraiment satisfaisantes, on en tire quelque chose, on en est content. Si c'est le cas, c'est le bon indicateur. Ça veut dire qu'on est, pour reprendre ce que disaient les épicuriens, on est dans des plaisirs naturels et nécessaires. Mais si à la fin, il y a cette insatisfaction et ce mal-être, c'est là qu'il faut se demander s'il ne faut pas le remplacer par autre chose. Parce que il y a des refuges trop faciles, parce que prendre son téléphone, mettre la télé, c'est super facile. Donc si on ne sait pas quoi faire, si on ne s'est pas organisé avant, on va faire ça par défaut. Et ce qui est marrant, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être se reconnaître dans ce que tu décris et se reconnaître aussi dans le fait qu'ils n'en sont pas satisfaits. Donc c'est bien, on va pouvoir se poser des questions ensemble. Tu as reparlé de méditation, c'est normal, tu es là pour ça et c'est très chouette. Hypnose et méditation que j'englobe un petit peu dans cette même notion de faire attention à soi, dans cette éventail des solutions que tu décris pour se faire plaisir autrement. J'adore. Moi, j'ai juste un préalable avant qu'on en parle. Un de plus, c'est que très vite, quand on parle d'hypnose, on dit bon, faut y croire aussi, faut que ça marche sur soi. Est-ce que c'est pas un petit peu du spectacle? Nous, l'hypnose, le grand public qui ne pratiquons pas d'hypnose ou qui n'avons pas été hypnotisés ou qui même ne faisons pas de méditation, on a cette image de Mesmer sur scène qui va arriver à faire un 2, 3 et tac, il va nous faire tomber à la renverse et nous faire faire ce qu'on veut. Où est-ce qu'on en est entre la réalité et cette image d'Épinal, Benjamin, sur l'hypnose? Alors, heureusement, c'est quelque chose qui est en train de changer. Parce que la méditation est passée par là. L'hypnose et la méditation sont des disciplines qui sont excessivement proches. Donc maintenant, si on dit aux gens, faites un peu de méditation, ça vous permettra de vous détendre. Plus vous le ferez, plus vous serez détendu. Vous allez apprendre à faire de la méditation. Les gens ne vont pas trouver ça surprenant. Ça fait 10 ans qu'on entend, ou plus, Christophe André nous parler de ça, des moines tibétains en parler. Enfin voilà, de la méditation est rentrée dans les mœurs. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? L'hypnose, c'est de la méditation accompagnée. C'est-à-dire que, contrairement à la méditation, tu n'as aucun effort à faire. C'est la voix qui t'accompagne, qui fait tout l'effort. Et encore une fois, sans le moindre effort, tu plonges dans un état modifié de conscience, qui est quelque chose de très doux. Alors, on a un mot qui est un peu vieillot, on parle de transe, il faudrait peut-être le changer, mais bon, par tradition, on le conserve. Et cet état est le même que celui de la méditation, mais à quelques différences près. C'est d'abord qu'on a un état qui est beaucoup plus profond et directement, donc vraiment beaucoup plus relaxant. Et la deuxième différence importante, c'est qu'on utilise cet état pour induire des changements. Quand on est dans un état hypnotique, on est... Alors,
c'est des approximations, ce que je vais te dire, mais on est dans un état plus inconscient et plus réceptif au changement. Et donc, quand on propose, on fait des invitations de changement, ils sont davantage susceptibles d'être mis en place et on a accès à des ressources auxquelles on a difficilement accès quand on est dans un état conscient. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire que c'est beaucoup plus facile de le faire avec l'hypnose. Donc l'hypnose, on le connaît pour plein de choses. Au départ, on connaissait ça surtout, par exemple, pour le sevrage tabagique, pour la douleur. Mais l'arrogance, la prétention et un peu la fierté de dire que ma chaîne y a participé, maintenant c'est connu aussi pour te permettre de t'endormir parce que ça met sur off ton cerveau, ton corps se détend, t'es un vrai loukoum, tu donnes une pichenette, tu t'endors. C'est génial. Et contrairement à la méditation, tu n'as pas besoin de 10 ans de pratique pour parvenir à un résultat satisfaisant. En fait, n'importe qui y arrive, sauf si tu veux vraiment pas le faire. Si tu veux vraiment pas le faire, ça marche pas, bien sûr. Mais sinon, dès le départ, je mets au défi n'importe qui d'aller sur ma chaîne. Enfin, prenez une hypnose qui est plutôt bien faite, quoi, peu importe, mais que ce soit sur ma chaîne ou une autre ou dans un livre, peu importe. Et vous verrez, à la fin, vous serez détendu, et ça, c'est vraiment très bizarre, c'est ce qu'on appelle la dissociation. Sans faire le moindre effort, ça se sera fait tout seul. Et ça moi qui suis rationaliste, esprit critique, tendance sceptique, ça m'étonne encore maintenant. C'est-à-dire quand je le fais avec mes patients et que je vois que, par exemple, quelqu'un peut se mettre à faire de l'écriture automatique, c'est-à-dire avoir la main qui écrit des mots et il ne se rend pas compte que sa main est en train d'écrire, il ne comprend pas les mots qu'il est en train d'écrire, je me dis, mais c'est extraordinaire le cerveau humain, ce qu'on peut faire. Une personne qui souffre et qui arrive à mettre sa douleur de côté. C'est incroyable. Donc, tout le monde est réceptif à l'hypnose, mais tout le monde n'est... Alors, l'hypnose telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne ou nouvelle hypnose, mais tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose traditionnelle ou à l'hypnose de type Mesmer. Alors déjà, Mesmer... il est malin, l'inventeur de l'hypnose existait avant, mais le réinventeur, on va dire, de l'hypnose s'appelle Mesmer avec un seul S. Lui, il en a rajouté un. Donc c'est sympa, moi je me dis, je vais me faire appeler Freud avec 2 F au début, comme ça c'est tranquille, je vais être davantage connu. Toi, tu veux t'appeler comment Poivre d'Arvor ou un truc comme ça Non, je suis pas sûr. Non, c'est pas la classe, t'as raison, faut trouver un autre truc. Mais c'est difficile en ce moment, les youtubeurs ou les présentateurs, on sait plus qui choisir. Tu choisiras ton pseudo après. Et qu'est-ce que je voulais dire? Grosse bêtise. On peut parler de Mesmer et de l'histoire de l'hypnose un peu. Et donc, Mesmer, il fait la transe de l'hypnose traditionnelle. C'est un rapport à l'hypnose qui est très autoritaire. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une triche au départ. Et ça, il faut l'avoir toujours en tête. On a, 100 personnes. Non, c'est Mesmer. 1000 personnes. 10 000 personnes. Et sur ces 10 000 personnes, il va faire des tests, c'est un néologisme, de suggestibilité. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, vous pouvez le faire chez vous, par exemple, vous croisez les mains, vous laissez simplement les pouces non croisés, et vous imaginez qu'il y a un courant magnétique qui rapproche les pouces de plus en plus. Vous essayez de lutter, mais bizarrement, les pouces se rapprochent encore plus et finissent par être collés. Et là, c'est comme si c'était aimanté et qu'on ne peut plus les détacher. Bon. Ça marche avec une personne sur 10. Et peut-être que, statistiquement, il y a 10% des gens qui nous écoutent. Il faut qu'il soit plus de 10, je te le souhaite en tout cas. Non, pardon, je vais te porter la poisse. Et donc, ces personnes-là, en fait, arrivent à faire de l'hypnose en un claquement de doigts. Et non seulement ils arrivent à faire de l'hypnose, mais ils arrivent aussi à obéir et mettre en place des choses incroyables d'un claquement de doigts. Donc, il n'y a pas un vrai défi. Une fois que tu as bien sélectionné ces gens-là, tu leur dis vous oubliez le chiffre 9, vous allez compter de 1 à 10 et il n'y aura pas le chiffre 9. Et ils comptent sur leurs doigts, et ils comptent jusqu'à 10, et ils se rendent compte qu'ils ont utilisé juste 9 doigts, parce qu'évidemment, le chiffre 9 a été oublié. Bon, c'est de l'hypnose minute, mais avec des gens qui sont des génies de l'hypnose, avec qui il est très facile d'obtenir toutes sortes d'effets. Alors, ça n'enlève pas le mérite de Mesmer. Moi, j'aime bien, je suis client de ce genre de choses, c'est fun, quoi. Je veux dire, je n'ai pas regardé 10 ans le Mentaliste sur TF1 pour ne pas apprécier Mesmer ensuite. J'ai une cohérence, moi, dans mes avis et dans mes goûts. Mais
on n'est pas dans le même but. Il y a une partie qui reste de l'hypnose, ça c'est sûr. Il y a des effets hypnotiques qu'on obtient et qu'on peut obtenir. De toute façon, on peut obtenir la même chose en cabinet de psy ou sur scène, mais dans un cas, le but, c'est vraiment le show, et dans l'autre cas, on est dans le thérapeutique. Et dans un cas, Mesmer, il ne va pas passer une demi-heure, 45 minutes avec un patient à faire une séance d'hypnose. Moi, si, je vais prendre ce temps-là. Alors, de l'extérieur, les gens ont les yeux fermés, ils sont calmes et à moitié endormis. C'est moins impressionnant, hein, c'est sûr. Mais intérieurement, c'est impressionnant. Tu mets le doigt dessus, justement. Je pense qu'il est temps, là, au niveau de cet échange, je rebondis sur ce que tu décris, de ce que les gens voient de l'extérieur. C'est quoi l'hypnose? En quoi ça consiste? L'hypnose, ça décrit deux choses. Ça décrit un état modifié de conscience et la manière de créer cet état modifié de conscience. La définition que je préfère. Maintenant, on sait que les gens sous hypnose ou dans un état méditatif ont un fonctionnement du cerveau qui est différent. Il y a suffisamment d'études dessus, donc c'est vraiment un état, il n'y a pas à en douter, c'est un truc particulier. Mais voilà, la définition qui me semble la plus simple et la plus claire pour l'hypnose, c'est de dire que c'est un accompagnement vers une abstraction de l'extérieur qui permet d'avoir accès à un état modifié de conscience et à des ressources habituellement plus difficiles à obtenir. En gros, quand tu le vis, tu entends quelqu'un qui te parle. Au début, si tu as l'esprit critique comme moi, tu te dis qu'est-ce qu'il est en train de raconter? C'est quoi ce truc? Mais pourquoi ça va dans tous les sens? Puis à un moment, tu fermes les yeux, tu te dis oh, mais c'est moi, c'est parce que je veux bien, je ferme les yeux, oh, je garde le contrôle. Oh, mais c'est vrai, si on fait un effort, on peut les rouvrir, mais malgré tout, on les ferme. Et puis, ah bah tiens, c'est quand même bizarre, je me sens vachement détendu. Ah bah tiens, c'est bizarre, j'ai mon bras qui se lève tout seul, ça sert à rien, c'est ce qu'on appelle la lévitation du bras, mais on peut le faire en hypnose, c'est toujours marrant. Et tiens, je me sens mais complètement à l'ouest, et tiens, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui devient plus flexible, qui devient plus ouvert. Moi, la première fois que j'étais en contact avec de l'hypnose, c'était pour ma thérapie initiale avec une psy qui s'appelle Sarah Schreier. Et si je l'ai choisie, après avoir vu pour 7, puis une dizaine presque avant, c'est parce que j'ai senti qu'elle arrivait à assouplir des choses en moi que les autres n'arrivaient pas à assouplir, à avoir accès à quelque chose que les autres n'arrivaient pas à obtenir. Et c'est vraiment ça la spécificité de l'hypnose. Et après, ça peut s'utiliser, mais alors, je veux dire, il y a par exemple, je fais une émission là pour le Figaro, une émission, c'est une sorte d'émission vidéo podcast, ça s'appelle Inspiration, et lors de cette émission, en parlant avec un médecin qui était spécialisé dans l'hypnose, il m'a dit « Tiens, mais tu savais que l'hypnose, on peut l'utiliser pour traiter la nausée ?» Je ne savais pas, moi, je n'étais pas au courant. Tu savais qu'on pouvait changer la perception des couleurs avec l'hypnose et qu'il y a une étude médicale dessus? Je n'étais pas au courant non plus. Je ne dis pas toutes les études qui sortent sur le sujet, je me renseigne bien sûr. Mais lui, comme il était journaliste et médecin, il était vraiment aux aguets là-dessus. Et c'est formidable ce qu'on peut faire. Par exemple, voilà, on sait, l'hypnose a un effet analgésique. C'est les centres de la douleur voient leur activité à peu près divisée par 2. Mais le ressenti, quand on fait de l'hypnose, le ressenti peut être plus fort ou moins fort. On sait aussi que quand on multiplie les approches antidouleurs, on sait qu'on a une amélioration de leur efficacité. Donc si tu prends un médicament et que tu fais de l'hypnose en plus, ça va être bien mieux que l'un ou l'autre, ça va être beaucoup plus efficace. Donc savoir qu'on peut faire une petite séance d'hypnose quand on a juste un petit mal de crâne, si on doit prendre un médicament, on le prend aussi, il n'y a pas de souci, le but c'est pas d'empêcher de prendre des médicaments, au contraire. Mais ça peut être pratique pour faire ça. On n'arrive pas à dormir, on l'utilise comme ça d'une manière ponctuelle. On veut être un peu plus concentré, mieux mémorisé pour ses études. On l'utilise dans ce but-là. Voilà, ça a vraiment un côté extrêmement pratique
Et il y a presque comme limite que l'inventivité du psy, parce qu'on peut l'utiliser. C'est énorme. 20% des anesthésistes sont formés à l'hypnose. C'est utilisé en dentisterie, c'est utilisé dans les addictions, c'est utilisé dans les centres antidouleurs, dans les hôpitaux. Ça devient vraiment un outil de plus en plus courant et qui permet aux soignants, quels qu'ils soient, d'avoir un accès différent aux soins, que ce soit le soin mental ou le soin physique, complémentaire. Ça n'enlève rien. Hein. Très clairement, le cancer ne guérit pas l'hypnose ne guérit pas du cancer. Ça n'enlève pas l'alopécie. Je le regrette, mais ça marche sur plein d'autres sujets. C'est extraordinaire. Bon, pardon, je m'emballe un peu, mais voilà, j'aime toujours autant ça. Donc, quand ça vaut le coup de souligner. Ça vaut le coup de souligner tout ça parce que, bon, d'une part, je pense que tu as beaucoup de conviction autour de cette solution et de cette pratique pour ce que ça peut apporter. On a bien compris, malgré tout, tes réserves, et j'aime bien insister sur ce genre de sujet de par les thèmes qui me passionnent, dans le fait que ça ne remplace pas du tout des traitements. On a parfois cette image dans des reportages, ça arrive une fois de temps en temps, au JT de 20h de l'époque où je le regardais, où on voit des personnes qui sont anesthésiées dans des salles d'opération et on nous dit qu'ils ne sont anesthésiés que par l'hypnose. Benjamin, il est où le curseur là-dessus ? Ça va dépendre de la gravité de l'opération. Si c'est une toute petite opération ou un tout petit examen médical, on peut envisager de le faire juste avec l'hypnose. En revanche, ce qui va être le plus souvent fait, c'est des hypnoanesthésies. On va utiliser l'hypnose au maximum pour diminuer la douleur et diminuer le stress du patient. Donc, ça va éviter qu'on lui donne trop d'anxiolytiques, trop d'anesthésiques. Et ça va permettre, comme ça, une récupération qui est beaucoup plus rapide. Et puis, dans certains cas, on a besoin de la participation du patient. Je vais donner le cas le plus impressionnant, les opérations du cerveau. Voilà, si tu veux, par exemple, mettre une petite puce à quelqu'un qui a Alzheimer, qui a Parkinson pour lui permettre d'arrêter de trembler. Bon, tu as intérêt à savoir où tu mets l'aiguille, où tu mets la petite puce. Pourquoi ? Parce que la personne peut devenir aphasique en 2/10 de seconde, perdre l'odorat, le sens du toucher, etc., en fonction de l'endroit où tu vas opérer. Et donc, dans des situations comme ça, tu veux que ton patient ne soit pas angoissé, qu'il participe, qu'il puisse décrire ce qu'il est en train de vivre et qu'il ait le moins d'inconfort possible. Donc, l'hypnose peut être très intéressante et de toute façon, elle est intéressante parce qu'elle permet de diminuer la quantité de médicaments et donc d'avoir une récupération qui est plus rapide ou une guérison même qui est plus rapide. Et aussi, surtout, un confort, une humanité de soins qui est importante parce qu'il y a une dimension qu'on prend pas compte. Je pense que toi, comme moi, on a déjà malheureusement vu des gens à l'hôpital et pour des longs séjours. Il y a un côté, et c'est pas la faute des soignants. Il faut être efficace quand on est médecin, quand c'est l'hôpital. Et cette obligation d'efficacité, elle enlève un peu le côté humain. Ça devient un peu déshumanisant, surtout que souvent, on est dans des conditions difficiles. Alors pour les enfants, c'est encore pire, et ça s'est drôlement amélioré. Et donc, l'hypnose, ça permet de remettre un peu d'humanité. Mais par exemple, l'hypnose, on peut l'utiliser avec ses enfants. Moi, je me souviens... C'est là j'utilise rarement l'hypnose comme ça en dehors de mon cabinet, mais j'avais une petite nièce qui s'est cassée la figure en forêt. Elle se fait un mal de chien à la jambe. Et j'ai utilisé une technique d'hypnose où en fait je lui demandais où était exactement sa douleur. Très bien, c'est au niveau du genou. Et jusqu'où rayonne-t-elle ? Jusqu'où elle va ? Elle me décrit un endroit. Très bien. Et là, tu sens qu'elle est un petit peu moins large, la douleur ? Ah oui, non, c'est un peu plus petit. Tiens, et si j'appuie là, en appuyant un tout petit peu fort, est-ce que tu sens moins la douleur ? Ah oui, je sens moins la douleur, elle a diminué. Et là, tu dirais qu'elle est large de comment ? Comme ta petite main ? Oh non, un peu moins. Et en quelques suggestions bien placées, la douleur avait disparu, alors que sinon, elle aurait pu durer un bon petit bout de temps. Alors là, on est à mi-chemin entre l'hypnose et la suggestion, mais on peut utiliser l'hypnose pour diminuer la douleur chez les enfants. Un truc qui est hyper dur à vivre et que je souhaite à personne, c'est d'avoir un enfant qui n'a pas de diagnostic pour une maladie ou qui a des soins qui sont douloureux, des traitements, des choses qui durent, etc. Bon, au moins,
l'hypnose, ça peut apporter un soulagement, une aide. Et ça aide l'enfant, mais ça aide aussi les parents parce qu'ils ne se sentent pas totalement impuissants. Bon, c'est une solution hyper concrète. Du coup, dans notre relation avec les enfants, on voit bien que ça peut nous aider. Ça peut nous aider, nous, à avoir une approche peut-être un petit peu plus calme, un peu plus sereine pour accompagner ces démons qui nous occupent au quotidien que sont les enfants. Ouais, sinon, il y a l'exorcisme, hein, si c'est des démons. Solution autrement plus radicale pour certains, j'imagine. On a aussi la possibilité donc, de pratiquer de l'hypnose sur les enfants d'une certaine manière. Il y a plein de ressources diverses et variées. Je pense que évidemment les ouvrages qu'on trouvera associés à ton nom sont évidemment des bonnes pistes, mais qu'est-ce que tu conseilles toi? Est-ce que tu conseilles de soit être bien pour ensuite avoir une démarche qui soit plus constructive vis-à-vis des enfants, ou est-ce que tu conseilles plutôt de maximiser l'énergie vis-à-vis des enfants? Est-ce que c'est possible d'ailleurs d'avoir un de ces arbitrages? Moi, non, je pense clairement qu'il faut privilégier le deuxième. Euh, On parlait tout à l'heure de la difficulté à savoir ce qu'est un psy, la difficulté à savoir comment il aide son patient, son mode d'approche. Et il faut bien comprendre qu'on est un peu englué dans une histoire. Et l'histoire de la psychologie, elle commence par la psychanalyse. Et la psychanalyse s'intéresse plus aux problèmes et à la transmission des problèmes. Transmission habituellement qui va de la mère aux enfants. Ça, c'est freudien, c'est un peu caricatural, mais c'est pas tout à fait faux. Donc, on vient en fait d'une histoire de la psychologie qui a pris comme habitude de culpabiliser les parents, tout le temps. Tout le temps, et surtout la mère. Alors, avec une férocité sur la mère, non seulement en général c'est elle qui s'occupe de tout, mais en plus c'est de sa faute pour tout. C'est peut-être normal si elle s'occupe de tout, mais c'est pas très juste pour autant. Et ce type de pensée, on l'a eu, et on l'a encore. On est l'un des 2 derniers pays avec l'Argentine à avoir comme ça une présence de la psychanalyse encore très importante. Mais par exemple, il y a encore 10 ans, quand un enfant était atteint d'autisme, on disait que c'était à cause de la relation avec la mère. Et tout prouve que c'est complètement faux. Mes parents, mais lapsus, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais mes patients me disent souvent oh, j'ai des phobies, j'ai peur que mon enfant chope mes phobies. Ah, il a l'air malheureux, votre enfant, il est joyeux, il est calme, il rigole bien. Bah oui, bon bah tout va bien, ne changez rien, quoi. C'est parfait, continuez tel que vous faites. Et donc, on a cette idée qu'il faudrait être vraiment impeccable tout le temps, de bonne humeur, qu'il faudrait jamais s'engueuler. Par exemple, tout le monde s'engueule de temps en temps devant les enfants, ça arrive. Pas que ce soit tout le temps, c'est mauvais ça, mais ça arrive. Et les enfants arrivent quand même à se développer, à être heureux. Le vrai baromètre, c'est la joie des enfants. S'ils vont bien, s'ils dorment bien, si c'est chouette à l'école, tout va bien. Peu importe la manière que vous avez de faire, c'est la bonne. Bon, ensuite, quand ça va pas bien, évidemment, il faut quand même se poser la question de la relation qu'on a avec eux, mais plus l'idée de la relation que de l'exemplarité. Ils n'ont pas besoin d'avoir des parents parfaits. Vous connaissez les vôtres, ils n'étaient pas parfaits. Rassurez-vous, les parents de vos enfants ne sont pas parfaits non plus. Hein, c'est évident. Et je connais très peu de gens ayant eu des parents parfaits. Donc, plutôt que de surinvestir ça, demandez-vous de quelle manière vous communiquez avec eux. Ce que vous faites, par exemple, trop sans que ça marche. Si plus vous vous énervez, plus ça crée des crises, peut-être qu'il faudrait essayer d'être plus calme à ce moment-là. Ou si vous vous énervez jamais et que ça crée des crises, peut-être qu'il faudra avoir un peu plus d'autorité. Il faut voir les moments où ça ne marche pas et simplement faire autrement et voir les moments où ça marche et essayer de le faire davantage. Et si possible, développer de nouvelles stratégies. Parce que l'une des choses dont on manque tragiquement, très souvent, par exemple, c'est simplement de temps passé avec ses enfants. De temps en dehors du travail, en dehors des repas. Voilà, un temps où on joue avec eux, un temps de partage. C'est précieux. Et si on peut avoir un temps individuel, c'est-à-dire si on n'a pas une famille de 10 enfants, parce que ça devient impossible, c'est encore plus précieux et je vous assure que ça guérit beaucoup de choses. Ensuite, je te disais malgré tout, pour tout ce qui est stress, insomnie, malgré tout, moi, j'investirais à fond sur les enfants parce qu'ils ont une facilité pour l'hypnose qui est déconcertante et que, pour moi, tu vois, la meilleure solution, c'est la plus simple. C'est-à-dire que si, par exemple,
Ils ont du mal à s'endormir parce qu'ils sont inquiets. Tu mets une petite séance d'hypnose le soir, tranquille. J'en ai fait par exemple une qui est autour de la Reine des Neiges. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui vont avoir des livrets en tête, mais bon, je me suis dit qu'au moins ce serait un thème sympa. J'en ai fait sur 20 milieux sous les mers, autour de plein de contes, etc. Et ce qui est génial, c'est bon, ils écoutent l'histoire, mais comme il y a de l'hypnose dedans, bah, ils se détendent beaucoup plus et finissent par s'endormir. Mais la plupart des parents, en fait, ils font de l'hypnose de contrebande. C'est-à-dire que quand on parle à son enfant, qu'on lui raconte une histoire, ou mieux encore, si on y arrive, qu'on l'invente, on a une voix déjà souvent beaucoup plus douce, on ralentit le timbre de la voix, une voix plus devante, plus rassurante, plus douce, et puis on devient de plus en plus lent, et puis sans y faire attention, on insiste quand même sur les choses un peu calmes et douces, et puis on enlève les moments un peu trop violents, on censure, hein, on fait tous ça dans les histoires, et à la fin, votre enfant s'endort. Est-ce que vous avez fait de l'hypnose? Bah, moi, je pense qu'on est dans quelque chose qui n'est pas si différent que ça. Simplement, l'hypnose, c'est fait par un pro, donc ça veut être plus rapide et un peu mieux fichu, en général. Mais on est dans une logique qui est extrêmement proche. Donc, que peut-on faire avec l'hypnose pour les enfants? Moi, je trouve que c'est intéressant pour les aider s'ils sont stressés, pour les aider à être plus concentrés. Par exemple, ce qu'on trouve de plus en plus dans les écoles. Alors, j'étais un peu injuste vis-à-vis des écoles parce qu'il y a de plus en plus d'écoles qui accueillent des sophrologues, des gens pratiquement la méditation, etc., le yoga. Franchement, il y a une vraie belle ouverture, mais c'est le début, on va dire. Eh bien, si on fait en sorte qu'en début de journée, dans une classe, on fasse une petite séance d'hypnose, de sophrologie, de méditation, de yoga, mais l'instit, il va être peinard toute la journée. Les enfants seront calmes, ils seront posés, ils seront concentrés et on n'aura pas à avoir recours à ce truc qui n'a jamais marché, qui est d'élever la voix pour que les enfants élèvent encore plus la voix et on élève encore plus la voix, etc. Donc, c'est d'une manière intelligente d'avoir accès à d'autres choses d'une autre manière et d'une manière très douce et agréable. Donc, on peut le faire sur le sommeil, sur la concentration, ça c'est vraiment très utile parce qu'on n'apprend jamais aux enfants à se concentrer, sur la mémorisation, sur le stress, on peut aussi le faire sur la confiance en soi. Pourquoi n'a-t-on pas de cours de confiance en soi? Qu'est-ce qui fait qu'on bâtit sa confiance en soi? Parce que simplement, on a des parents qui avaient confiance en soi et qui vous ont dit « Ah, t'es le meilleur, t'es superbe », et puis on a eu quelques bonnes notes, et puis on n'a pas attendu 35 ans avant d'avoir sa première copine. Ouais, bon, ok, peut-être que ça vient de là, la confiance en soi. Mais il faudrait apprendre à avoir confiance en soi, no matter what, peu importe le contexte. Et ça, c'est des choses qu'on peut apprendre et qu'on peut développer. Moi, dans mon rêve, ce serait une école où on donnerait comme rôle aux professeurs d'éducation physique non seulement de s'occuper du corpore sano, mais du mens sana, de faire un peu de méditation avec les enfants, un peu de théâtre pour qu'ils apprennent à s'affirmer, à projeter leur voix, à prendre de la place. Ça n'existe pas encore suffisamment, ça se développe. Nous, les parents, on peut prendre le temps pour rendre ces choses-là possibles. Et ce qui est formidable, c'est qu'en créant des apprentissages aussi jeunes, on sait que ces apprentissages vont rester. Et ça nous met en plus, et ça, je trouve ça très chouette, dans une position différente de d'habitude. Parce qu'il y a un moment où on peut devenir les censeurs, les critiques de nos propres enfants. On est tout le temps en train de dire fais pas ci, fais ça, fais pas ça, fais ci, fais ça, ne parle pas trop fort, dis bonjour, dis au revoir, etc. Il faut que tu fasses des efforts pour ton orthographe. Et à un moment, on n'est plus qu'un rôle. Et alors parfois, ça peut être pire, c'est qu'on peut s'y mettre à deux. Et donc, on forme une sorte de duo comme ça, un peu indémêlable, ce qui fait qu'on n'a plus qu'une sorte de relation amaigri et amoindri avec son enfant. Encore une fois, je ne lance pas la pierre. Je veux dire, il suffit d'être fatigué pour que le soir, on ait ce type de relation avec ses enfants. Donc, tout ce qui permet de varier ce type de relation, que ce soit faire du sport avec ses enfants ou jouer ou faire de l'hypnose, c'est finalement endosser un rôle plus vrai, un rôle différent qui va leur permettre d'apprendre des choses sur un mode différent et surtout sur un mode qui ne développera pas de la résistance. Quand je te disais tout à l'heure qu'on est les héritiers de la psychanalyse a inventé plein de trucs très commodes pour le psy, et l'un d'eux, c'est la résistance. C'est se dire, ce patient ne guérit pas. C'est sa faute.
il résiste. Ouais. Moi, si je vais voir mon généraliste et que je guéris pas et qu'il me dit « Mais vous savez, vous êtes une tête dure, hein, c'est de votre faute, si vous guérissez pas, je vais peut-être pas être très content. » S'il me dit qu'il sait pas et qu'il faut aller voir un spécialiste, ça va. Mais culpabiliser le patient en lui disant que c'est sa faute s'il ne va pas mieux, c'est ajouter de la souffrance à sa souffrance, c'est ajouter une peine à l'autre. C'est pas possible. Et j'en ai complètement perdu mon fil. Ah oui. Et donc, plutôt que de se dire que nos enfants ont la tête dure, c'est peut-être vrai, hein, je ne sais pas. Hein. Il y en a qui sont des vraies têtes de pioche, il y en a d'autres qui sont davantage adorables, mais il faut peut-être se dire, et voilà, si je communiquais différemment, si je me mettais dans d'autres rôles, et si j'étais plus vrai, et si j'essayais de le connaître comme une vraie personne et non pas comme un enfant tel que je le vois, et ben ça, c'est des manières d'aider nos enfants, de finalement nous enrichir à leur contact parce que ça devient, enfin, je veux dire, c'est formidable de ne pas être que le fournisseur de bouffe et le surveillant des devoirs, quoi. Et ça, toutes les manières de le faire, que ce soit jouer aux jeux vidéo avec eux, comme toi tu le fais, je le sais, lire, je le fais aussi, hein, lire des livres, raconter des histoires, faire une séance d'hypnose, faire un peu de méditation et faire du yoga avec eux, même si la dernière fois qu'on a réussi à se pencher, à toucher ses chaussures, c'était 30 ans auparavant, peu importe, c'est une manière de ne plus être dans un rôle et de ne pas créer de part et d'autre des résistances. Parce la chose la plus triste, c'est quand on voit des enfants et des parents qui en viennent à se détester simplement parce que chacun reste dans son rôle et chacun se rédifie de plus en plus. Il n'y a rien de plus triste que ça. Tu as abordé des trucs hyper clés, là, je trouve, sur ta dernière intervention, et ça va être, je pense, très, très précieux pour ce qu'on veut véhiculer pour cet épisode. Tu as formulé un truc aussi sur lequel je voudrais qu'on conclue et qu'on achève de convaincre tout un chacun. Tu as parlé de confiance en soi. Alors, tu le tournais comme étant la confiance en soi des enfants qu'on peut développer au travers d'accompagnement type hypnose. Il y a peut-être un truc aussi justement sur cette pratique qui va vite venir en tête des uns et des autres, et peut-être qu'ils ne vont pas se l'avouer, mais ils risquent d'avoir peur du ridicule. L'hypnose, la méditation, je le sais, je le sens, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent être complètement convaincues, mais qui vont avoir peur du ridicule. Tu sais que j'ai même rencontré un jour une personne, je le salue s'il écoute, mais qui avait même le sentiment, je l'ai interprété comme ça d'ailleurs, il ne l'avouait pas exactement comme ça. Écoute, on va prendre cette conclusion, qui avait peur d'être ridicule rien qu'à l'idée de leur lire des histoires. Et il ne leur avait presque jamais lu d'histoire, ce qui moi me paraît complètement dingue, mais il n'empêche, il y a cette peur du ridicule dans la notion d'hypnose. Il y a cette espèce, encore une fois, d'image d'Épinal de la personne allongée sur le canapé avec une personne assise qui lui dicte des trucs. L'image aussi caricaturale de la méditation en short, en yoga sur le tapis avec les pouces et les index resserrés. Comment on doit appréhender tout ça, Benjamin ? Moi, j'ai jamais réussi à faire la position du lotus pour la méditation. Je ne suis pas assez souple. Je le fais en général complètement affalé sur un fauteuil. Ça réussit bien mieux pour moi. Je trouve ça vraiment assez éclairant que tu aies rapproché ces deux situations, celle de cet homme qui ne sait pas lire des histoires et des gens qui n'osent pas faire de l'hypnose ou de la méditation. En fait, en général, on ne se rend pas compte, mais on obéit à une assignation et on ne veut pas ressembler à un certain type de personne. Je m'explique. Moi, j'imagine par exemple que ce monsieur, il ne voulait pas être un enfant. C'est-à-dire quelqu'un qui raconte des histoires et qui s'amuse. Il y a encore, je sais pas, même je pense à ton époque encore, il y avait un moment où on disait à partir de 10 ans, t'arrêtes de jouer. Tu laisses tomber tes jouets, tes robots, etc. Puis quand tu avais 15 ans, on te disait d'arrêter de jouer aux jeux vidéo, et puis on supprimait des choses. Pourquoi ? Parce qu'il fallait pas que tu sois un enfant. Être un adulte, c'était pas être un enfant. Enfin, je veux dire, si être un adulte, c'est pas être un enfant, c'est quoi ? C'est devenir un vieux con et ne pas avoir de joie. En quoi est-ce que le fait de s'amuser ne ferait pas de nous aussi des gens responsables ? Pourquoi serait-on obligé d'être monolithique ? Pourquoi devrait-on coller à une image excessivement stricte de nous-mêmes ? Donc,
soyez des gosses avec vos gosses. Et quand il faut être des parents, vous le serez également. Il n'y a pas besoin de bouder son plaisir et de rester en bas de l'arbre quand ils font de l'acrobranche et de ne pas leur lire de livres, de ne pas s'éclater de temps en temps quand ils font une blague pipi-caca parce que c'est rigolo à n'importe quel âge. Il n'y a pas de problème à ça. Il faut simplement ne pas être dupe. C'est ne pas se dire, ouais, voilà, finalement, moi, je suis en train de faire ce que tout le monde m'a dit de faire, mes parents, ma culture, j'essaie de cadrer, ça me rend pas heureux, ça me limite, je suis en train de pourrir la relation que j'ai avec mes enfants, mais simplement, je tiens exactement le rôle qu'on m'avait donné. Mon père m'a toujours donné des tatanes, il m'a toujours tabassé, je fais la même chose avec mes enfants parce que sinon ils vont pas filer droit. Ça a l'air idiot, cette manière de raisonner. Il y a beaucoup de personnes qui, finalement, sont beaucoup trop violents verbalement ou physiquement avec les enfants, parce que simplement ils reproduisent ce que eux ont vécu. Ils considèrent que c'est une bonne chose et qu'ils le font pour leurs enfants. C'est même pas fait avec méchanceté, c'est horrible à dire. Et parfois, ce qui motive ça, c'est l'amour et le souci de l'enfant. Ça n'est pas que ça, hein, mais ça peut être aussi ça. Donc, il y a une histoire d'image. L'hypnose, je vous dirais, c'est quand vous le ferez, vous aurez des écouteurs. Vous serez tout seul. Si on vous demande ce que vous faites, vous dites « Oh, j'écoute tes cafés, par exemple », et personne ne le saura, vous aurez les yeux fermés. Ou j'écoute, encore mieux, j'écoute contrôle parental. Personne ne se doutera que vous êtes en train de faire de l'hypnose. On vous verra juste très tranquille à la limite de la sieste. Donc ça, personne ne peut le savoir. Vous testez, ça vous plaît, vous continuez, ça vous plaît pas, vous laissez tomber. Il y a peu de gens à qui ça plaît pas. C'est comme la sieste dans un hamac, c'est rarement rejeté. Mais ça se tente, et dites-vous bien que si vous êtes anti-hypnose, c'est peut-être parce qu'il y a en vous un truc qui se dit « Ouais, moi je veux pas être une femmelette, je suis mon propre chef, personne ne prend le contrôle de ma vie, je suis une citadelle intérieure, un mec ». Je dis un mec parce que c'est plus des mecs qui ont ce petit réflexe anti-hypnose que des femmes. Ça peut aussi arriver chez les femmes, mais c'est plus rare. Et puis vous testez, et puis vous allez voir que être calme, c'est pas juste donner l'impression à l'extérieur qu'on maîtrise. Être calme, c'est se sentir bien comme un loukoum à l'intérieur, et que ça apporte énormément à la vie. Je me souviens d'un patient que j'ai vu, il m'avait marqué. C'était un ancien militaire à la retraite, un para. Tu vois, parachutiste, c'est pas des rigolos, c'est ceux qui font les missions les plus dangereuses. Il avait vadrouillé dans toute l'Afrique. Et quand il arrivait, mais il tirait une tronche pas possible. Il faisait peur, quoi. C'était voilà, c'est Bruce Willis dans L'Arme fatale, dans ces moments où il sourit le moins, quoi. C'était vraiment ce côté-là extrêmement, extrêmement dur. Et je lui dis, alors vous venez me voir parce que vous êtes stressé? Il dit, non, monsieur, moi je suis pas stressé. Il m'arrive d'être tendu, mais je maîtrise, je suis pas stressé. Bon, malgré tout, je lui ai fait faire de la relaxation. On a commencé par de l'hypnose de relaxation. Une semaine après, il revient et me dit « Écoutez, bonjour, merci, mais c'est surtout ma femme qui vous remercie. C'est la première fois que pendant une semaine, je l'engueule pas. » Et ça faisait 60 ans qu'il était tout le temps stressé. Mais c'était un mec, un vrai, un dur. Et il était extraordinaire, ce monsieur. Il avait de super belles qualités. Mais il ne se rendait pas compte qu'il jouait un rôle un peu trop fort et qu'il ne s'accordait pas le plaisir d'être bien, comme d'autres ne s'accordent pas le plaisir de vraiment connaître leurs enfants. Je trouve ça très chouette qu'on arrive à conclure là-dessus, quelque part avec cette espèce de vision de « il n'y a pas de fatalité », avec cette personne qui, en plus de 60 ans, avait peut-être un fonctionnement et qu'on a réussi à voir qu'il pouvait changer. C'est très chouette, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose à côté duquel on serait passé, Benjamin, et qu'il te semblerait complètement essentiel de souligner et de transmettre aux personnes qui nous écoutent au sujet de l'hypnose? Oui, le syndrome de Pygmalion, c'est juste pour revenir sur ce que tu viens de dire. Il y a une étude qui était à la fois amusante et terrifiante. On a pris des classes d'enfants à peu près de même niveau, mais on a dit aux instituteurs au départ 2 choses. Soit le premier discours, c'est oh, tu sais, c'est des têtes de l'art. Tu seras tout le temps déçu. Parfois, ils vont réussir un truc et puis après, ils vont complètement se planter. Ils sont insubordonnés, ils se révoltent tout le temps, ils sont impertinents, etc. Puis, à un autre institut, on disait « Ah, ta classe.
franchement, ils ont un cœur en or. Ils se battent, il y en a qui ont des difficultés, mais tu arrives toujours à les faire progresser, tu as toujours des ressorts de développement, c'est un plaisir de bosser avec eux et tu vas voir, les notes vont aller en s'améliorant de plus en plus et tu passeras la meilleure année que tu auras vécue. Alors évidemment, hein, c'est de la paraphrase, c'est pas exactement ce qu'on leur a dit, mais c'était l'idée. Dans un cas, il y avait une classe qui a vu ses notes baisser furieusement et son ambiance, et dans l'autre cas, eh bien, l'ambiance était bien meilleure et les notes ont augmenté. N'oubliez pas qu'on est souvent dans ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Et donc, si on se dit que son enfant est une tête de pioche, qu'il apprend rien, qu'il ne respecte rien, etc., on risque de se mettre dans une attitude qui va conforter cette chose-là. Donc, plutôt que de se dire ça, il vaut mieux se dire, bon, moi, que puis-je faire de différent pour l'aider ? Comment puis-je faire pour ne pas recommencer ce qui ne marche jamais? Et peu importe si c'est complètement dingue, si ça sort de mes limites habituelles, peu importe, je ne vais pas tout le temps refaire la même erreur en espérant avoir une issue différente à la fin, parce que sinon c'est comme ça que les personnalités se crispent et qu'on finit par jouer une mauvaise pièce avec des rôles caricaturaux. Donc, n'oubliez pas le syndrome de Pygmalion, on tombe tous dedans, simplement il faut bien voir les moments où on rate trop pour simplement faire quelque chose d'autre. Merci beaucoup Benjamin. C'est un grand plaisir en tout cas d'avoir fait cet échange en ta compagnie et j'espère vraiment que les personnes qui nous écoutent et qui nous auront peut-être regardé dans cette vidéo auront appris des choses et que ça les aura inspirés. Merci d'être quelque part un petit peu le parrain de cet épisode. J'ai une question de fin. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'après chaque chose que tu faisais, tu te demandais si tu étais satisfait ou pas de ce que tu venais de faire. Est-ce que tu dirais après cet échange que tu es satisfait ? J'ai été très correctement nourri par notre échange. Je me sens bien. J'ai l'impression qu'on a été utile. J'ai pas perdu mon temps et grâce à toi, j'ai eu l'impression d'être plus intelligent que je ne le suis d'habitude. Et donc ça, c'est en général bon signe. Écoute, c'est un grand plaisir. Je vais faire de la promo pour ta chaîne, mais probablement que les gens qui nous regardent sont déjà sur ta chaîne YouTube. Donc, c'est quelque part une forme d'inception assez captivante. Mais évidemment, il y a beaucoup de contenu en vidéo sur ta chaîne, Benjamin Lubzinski, qui sont dispo. Donc, allez fouiller là-dedans. Évidemment, allez aussi en librairie, vous renseigner sur les livres. Tu as pris la parole pour apprendre à être zen, pour apprendre à bien dormir et puis évidemment maîtriser les super pouvoirs de l'hypnose. Vous l'avez compris, si jamais vous souhaitez vraiment passer à l'action, probablement qu'il faut aller en librairie et aller vous équiper parce que tout est écrit et il y a une partie des choses que tu as dit là durant notre échange que vous retrouverez écrites noir sur blanc avec une très bonne capacité à nous faire sourire au travers de tes écritures, Benjamin. Et puis, si vous voulez écouter Benjamin, en plus de ça, il y a également le podcast Empathie et Inspiration où il y a pas mal d'épisodes dans lesquels tu nourrissais pas mal d'échanges et de portraits avec des personnes qui ont forcément des choses très inspirantes à partager dans leur vie et où tu pratiques clairement des méditations. Donc, on a en plus la possibilité d'y assister durant ces épisodes. Merci infiniment, Benjamin, du temps que tu m'as consacré. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt.